Je m'appelle Joshua, 36 ans, et mes parents ont volé l'avenir de mon fils juste sous son nez. Avant de vous raconter le moment où mon grand-père de 84 ans leur a fait regretter chacune de leurs décisions, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Tout a commencé un samedi de juin. La chaleur montait déjà de l'asphalte dans la banlieue de Cincinnati, faisant scintiller l'air. J'ai regardé le siège passager de ma berline. Mon fils Isaac vibrait d'énergie. Il a 11 ans, mais il a toujours cette étincelle de petit enfant dans les yeux quand il parle de ce qu'il aime. Et il aime le baseball. Pas y jouer. Il a 2 pieds gauche et attrape une balle comme s'il essayait de faire un câlin à un cactus. Mais il comprend le jeu. Il respire son histoire. Papa, a-t-il dit, serrant un classeur contre sa poitrine. Tu crois que grand-père Caleb m'en voudra si je sors la carte de Mickey Mantle de son étui rigide juste une minute pour montrer la texture à la classe? J'ai souri, gardant les yeux sur la route. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, mon grand. Cette carte vaut plus que cette voiture. Peut-être 2 fois cette voiture. Grand-père Caleb l'a gardée dans ce coffre-fort ignifugé pendant 60 ans pour une raison. Isaac hocha la tête solennellement. C'est vrai. Top 1952. Le Saint Graal. Je vais juste tenir l'étui en l'air. J'ai écrit tout mon discours sur les taches de chewing-gum au dos de la série. Je me suis penché et j'ai ébouriffé ses cheveux. Élever Isaac seul n'a pas été facile. Après mon divorce il y a 4 ans, c'était juste nous deux contre le monde. Mon ex-femme a décroché et je me suis jeté dans mon travail de comptable pour garder un toit au-dessus de nos têtes. Mais Isaac, il était mon ancre. Et cette collection de cartes de baseball, c'était son lien avec ses racines. Mon grand-père, Caleb, avait emménagé dans une maison de retraite 3 semaines auparavant. Ce n'était pas son choix. Il avait 84 ans, certes, mais il avait toute sa tête. Il faisait encore les mots croisés du dimanche au stylo. Mais mes parents, Robert et Margaret, ont insisté. Ils disaient que la maison était trop grande pour lui. Ils disaient qu'il risquait de tomber. Ils disaient qu'il avait besoin d'une surveillance professionnelle. Je n'étais pas d'accord, mais j'étais le fils qui n'avait jamais voix au chapitre. J'étais le silencieux, le comptable qui maintenait la paix. Ce silence était sur le point de prendre fin. Nous sommes entrés dans l'allée de la maison de mes parents. Enfin, techniquement, c'était la maison que grand-père Caleb avait construite en 1958, mais mes parents y vivaient avec lui depuis 15 ans. C'était un bel endroit. De grands chênes, une pelouse bien entretenue, le genre d'endroit qui crie « famille heureuse » à quiconque passe en voiture. Je me suis garé derrière une forme blanche massive et étincelante dans l'allée. Il m'a fallu une seconde pour réaliser ce que c'était. Un véhicule récréatif de classe C flambant neuf. Il était énorme, avec des rétroviseurs chromés et des extensions latérales. On aurait dit un bus de tournée pour une rockstar. Waouh, a dit Isaac. C'est un oncle Connor? J'en doute, ai-je marmonné. Mon jeune frère, Connor, n'a pas gardé un emploi depuis l'administration Obama. Nous sommes sortis. J'ai déverrouillé la porte d'entrée. J'avais toujours une clé et l'air frais de la climatisation nous a frappés. Maman, papa, ai-je appelé? Pas de réponse. Juste le son de la télé qui hurlait depuis le salon. Viens, ai-je chuchoté à Isaac. Allons chercher les cartes et partons. Nous avons marché dans le couloir jusqu'au vieux bureau de grand-père Caleb. J'ai poussé la porte. La pièce sentait encore comme lui. Allspice, tabac et huile de bois de citronnier. C'était une odeur réconfortante, une odeur de sécurité. Isaac s'est précipité vers le coin où le lourd coffre-fort en acier était boulonné au sol. « Tu te souviens de la combinaison ?» a demandé Isaac, rebondissant sur ses talons. « L'anniversaire de grand-mère, ai-je dit. Il ne l'a jamais changé. » Je me suis agenouillé. Le cadran était froid sous mes doigts. Droite vers 12, gauche vers 08, droite vers 24. Clic. La lourde poignée a tourné. J'ai tiré la porte en acier, m'attendant à voir les rangées de boîtiers en plastique classés, les classeurs, l'histoire bien organisée du baseball américain. Mon estomac s'est noué. J'ai eu l'impression d'avoir raté une marche dans un escalier dans le noir. Vide. Pas juste réorganisé. Vide. Les étagères à l'intérieur du coffre étaient en métal nu.
Pas de Mickey Mantle. Pas de carte de rookie de Hancaron. Pas de Roberto Clemente. La collection estimée à près de 95 000 $ avait disparu. Je suis resté assis là, figé, regardant dans le vide sombre du coffre-fort. Mon cerveau essayait de donner un sens à tout cela. Peut-être que grand-père les avait prises. Non, il avait spécifiquement dit à Isaac qu'il pouvait les emprunter pour le projet scolaire. Peut-être qu'il les avait déplacées dans un coffre de banque. Puis j'ai senti une petite main sur mon épaule. Je me suis retourné. Isaac regardait dans le coffre et j'ai vu la lumière s'éteindre dans ses yeux. Il n'a pas pleuré. Il n'a pas crié. Il a juste eu l'air petit. Papa, sa voix était un murmure, tremblant légèrement. Est-ce que arrière-grand-père est fâché contre moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Cette question, cette simple question innocente a brisé quelque chose en moi. Ce n'était pas encore de la colère. C'était de la douleur. Une douleur profonde et brûlante que mon fils pense être responsable de cette perte. Non, ai-je réussi à dire. Je me suis levé, mes genoux craquant. Non, Isaac, tu n'as rien fait de mal. J'ai saisi sa main. Reste ici. Je suis sorti du bureau et me suis dirigé vers la cuisine. Mes pas étaient lourds sur le parquet. Je suis entré et j'ai vu ma mère, Margaret, assise à l'îlot central. Elle faisait défiler son téléphone, un verre de thé glacé suintant sur le comptoir en granit à côté d'elle. Elle a levé les yeux, son regard glissant sur moi comme si j'étais un meuble qu'elle avait oublié d'épousseter. « Oh, Joshua » a-t-elle dit, le ton léger et désinvolte. Je ne t'ai pas entendu entrer. As-tu vu le nouveau camping-car dans l'allée? C'est une bête, n'est-ce pas? Je me suis arrêté au bord du comptoir. Mes mains tremblaient, alors j'ai agrippé le dossier d'un tabouret de bar jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Où est la collection de grand-père, ai-je demandé. Ma voix semblait étrange à mes propres oreilles. Basse, dangereuse. Maman n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Elle a glissé un doigt sur l'écran. Oh, ça. Ton père et moi nous en sommes occupés. Vous vous en êtes occupés. Qu'est-ce que tu veux dire par vous vous en êtes occupés? Je me suis approché. Elle a finalement posé le téléphone, laissant échapper un soupir dramatique comme si j'interrompais son feuilleton préféré. Nous l'avons vendu, Joshua, la semaine dernière. Mon Dieu, ces vieilles cartes en papier ne faisaient que prendre la poussière. De la moisissure probablement. Quel est l'intérêt de les garder à encombrer le coffre-fort? L'air a quitté la pièce. Vous l'avez vendu. Oui, a-t-elle dit en prenant son thé. Un homme charmant est passé, nous a donné de l'argent liquide. Enfin, un chèque, mais c'est comme de l'argent liquide. Cette collection appartenait à Isaac, ai-je dit, ma voix montant. Grand-père Caleb la lui a donnée. Il a signé les papiers il y a 2 ans. Tu le savais. Des pas lourds sont venus du porche arrière. La porte moustiquaire a claqué. Mon père, Robert, est entré, essuyant de la graisse de ses mains avec un chiffon. Mon frère, Connor, le suivait, arborant un sourire narquois qui semblait gravé en permanence sur son visage. « C'est quoi ces cris ?» a demandé papa, jetant le chiffon dans l'évier. « Tu contraries ta mère. »« Vous avez vendu les cartes » ai-je dit en me tournant vers lui. « Vous avez vendu la collection de grand-père, la Mickey Mantle, la Haron, tout. » Papa a croisé les bras. Il m'a regardé de haut en bas avec cette déception familière qu'il avait eue pour moi toute ma vie. Ne sois pas dramatique, Josh. Ton grand-père n'a plus l'esprit assez clair pour gérer ses biens. Nous avons juste liquidé des objets inutiles. Des objets inutiles, ai-je crié. C'était l'héritage d'Isaac. C'était 95 000 $ d'histoire. 70 000, intervint Connor. Il s'appuya contre le frigo, ouvrant un soda. On en a tiré 70. Vente rapide. Pas de tracas. J'ai fixé mon frère, 33 ans, sans emploi depuis 3 ans, vivant ici gratuitement avec sa femme et 2 cauchemars d'enfants. Et il buvait un soda en parlant de recéler la propriété de mon fils. Vous avez vendu une collection de 95 000 $. Pour 70. Je me sentais malade. Pour acheter quoi? Cette monstruosité dans l'allée. Ce n'est pas une monstruosité, a claqué maman.
C'est un Winnebago et nous emmenons toute la famille à Yellowstone le mois prochain. Les garçons de Connor ont besoin d'air frais. Ils ont besoin d'une expérience. Toute la famille, ai-je demandé, un rire amer s'échappant de ma gorge. Tu veux dire la famille de Connor? Eh bien, a dit papa en haussant les épaules. Isaac peut venir aussi, je suppose, s'il arrête de faire la tête, mais il n'y a pas beaucoup de place. Connor a gloussé. De toute façon, qu'est-ce que Kiran? Désolé, Isaac a besoin de faire avec ses cartes? Le gamin ne sait même pas lancer une balle. C'est un intello, Josh. Il les perdrait probablement ou les échangerait contre des bandes dessinées. La rage qui m'a frappé alors ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais ressenti. Ce n'était pas une bouffée de colère chaude. C'était froid. C'était absolu. Où est l'argent, ai-je demandé. Dépensé, a dit maman, souriant à nouveau. Acompte et assurance. Nous méritons cela, Joshua. Nous avons pris soin de ton grand-père pendant des années, le conduisant chez les médecins, cuisinant ses repas. Ces cartes ne sont qu'un retour sur investissement, une compensation pour notre temps. Je les ai regardées. Mes parents, mon frère, debout là dans la cuisine d'une maison qu'ils n'avaient pas payée, justifiant le vol. Compensation, ai-je grincé. Vous vivez dans sa maison gratuitement. Vous l'avez forcé à aller dans une maison de retraite pour pouvoir piller son coffre-fort. Surveille ton langage. Papa s'est avancé, le torse bombé. Je suis ton père. Tu vas montrer un peu de respect. Le respect se mérite, ai-je dit. Et vous venez de dépenser le vôtre pour un camping-car. Je me suis retourné. Isaac se tenait dans l'encadrement de la porte de la cuisine. Il avait tout entendu. Son visage était pâle, ses yeux grands et humides. Il a regardé sa grand-mère, puis son oncle. Vous avez vendu Mickey, a chuchoté Isaac. Connor a levé les yeux au ciel. Passe à autre chose, gamin. C'est un morceau de carton. Je n'ai pas dit un autre mot. Je ne pouvais pas. Si je restais dans cette cuisine une seconde de plus, j'allais faire quelque chose qui nécessiterait un avocat pour une toute autre raison. Je me suis approché, j'ai pris la main d'Isaac dans la mienne et nous ai fait marcher vers la porte d'entrée. Si tu passes cette porte, a crié maman après moi, sa voix perçante. Ne t'attends pas à une invitation pour la fête d'anniversaire. J'ai claqué la porte si fort que la vitre a tremblé dans son cadre. Le trajet pour s'éloigner de cette maison a été silencieux pendant les 5 premiers kilomètres. Mes mains agrippaient le volant si fort que mes jointures étaient blanches. Je pouvais entendre Isaac renifler sur le siège passager, essayant d'être silencieux, essayant d'être invisible. Cela m'a brisé le cœur plus que les sanglots ne l'auraient fait. J'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur, m'attendant à moitié à voir ce camping-car blanc nous pourchasser comme un prédateur, mais la route était vide. Mon esprit a dérivé vers le couloir de cette maison. Plus précisément, le mur de photos que j'avais passé en allant chercher Isaac. C'était un sanctuaire, mais pas pour la famille. C'était un sanctuaire pour Connor. Il y avait Connor à sa remise de diplôme du lycée, rayonnant. Connor à son mariage tenant la cour. Connor tenant son premier fils, Jess. Connor tenant Cole. Moi, j'étais un flot en arrière-plan d'une photo de Noël de 2008. Ça avait toujours été comme ça. J'étais l'enfant d'entraînement, le brouillon. Connor était le chef-d'œuvre. Quand j'avais 16 ans, j'ai travaillé de nuit dans une pizzeria pendant 2 ans pour acheter une Honda Civic délabrée qui fuyait de l'huile. Quand Connor a eu 16 ans, mes parents ont conduit une Mustang flambant neuve dans l'allée avec un nœud rouge sur le dessus. Il a besoin d'un transport fiable pour le sport, avait dit papa quand j'avais demandé pourquoi. Quand je suis allé à l'université, j'ai signé des papiers de prêt que je rembourse encore aujourd'hui. Quand Connor est allé à l'université pour un diplôme qu'il n'a jamais fini, maman et papa ont retiré une partie de leur plan retraite pour payer ses frais de scolarité en totalité. Nous ne voulons pas qu'il commence la vie avec des dettes, avait expliqué maman. Et puis il y a eu le divorce. Il y a 4 ans, quand mon ex-femme est partie, me laissant avec un Isaac de 7 ans et une montagne de débris émotionnels, j'ai appelé ma mère. J'avais besoin de quelqu'un à qui parler. J'avais besoin d'une maman. Ses premiers mots n'ont pas été « Est-ce que tu vas bien ?» ou « Comment pouvons-nous aider ?» Ses premiers mots ont été « Eh bien, Joshua, qu'as-tu fait pour la faire fuir ?»
Une femme ne quitte pas juste un bon pourvoyeur. J'ai avalé ce souvenir, goûtant la bile. Ce n'était pas seulement une question d'argent. C'était une question de valeur. Pour eux, Connor était de l'or. J'étais du plomb. Et par extension, Isaac était juste là. Papa. La voix d'Isaac m'a ramené au présent. Il regardait par la fenêtre, regardant les centres commerciaux de banlieue défiler. Ouais, mon grand. Ils les ont vraiment vendus. Toutes. J'ai garé la voiture sur le parking d'une épicerie. J'ai mis la voiture en stationnement et je me suis tourné vers lui. J'avais besoin qu'il comprenne que ce n'était pas sa faute. Ils l'ont fait. Isaac, je suis désolé. Je t'ai laissé tomber. J'aurais dû les déplacer chez moi le jour où grand-père est allé au foyer. C'est bon, a-t-il dit, essuyant son nez avec sa manche. Mais ce n'était pas bon. Je pouvais voir la résignation dans ses yeux. Il apprenait la leçon que j'avais apprise à son âge. Dans cette famille, les choses que tu aimes te sont enlevées. Non, ai-je dit fermement. Ce n'est pas bon. Écoute-moi. Grand-père Caleb te les a donnés. Nous avons un document. Il est notarié. Cela signifie qu'un témoin spécial l'a signé avec un tampon. Légalement, ces cartes sont à toi. Mais grand-mère a dit. Grand-mère a tort, ai-je dit. Et grand-mère est une voleuse. J'avais essayé de leur dire ça dans la cuisine. Je me souvenais du regard sur le visage de ma mère quand j'ai mentionné le document légal. Ce n'était pas de la peur. C'était de l'amusement. Nous poursuivre? Tu vas poursuivre tes parents? Elle avait ri. Pour quelques cartes en papier. Elle misait sur la carte famille. Elle pariait que j'étais toujours ce petit garçon obéissant qui avalerait sa colère pour maintenir la paix. Elle pensait que, les liens du sang sont plus forts que tout, était une carte de sortie de prison gratuite. Mais elle avait oublié une chose. Je suis père maintenant et un père protège son petit. J'ai regardé Isaac. Nous allons arranger ça. Je te le promets. Comment? Je ne sais pas encore, ai-je admis. Mais nous allons voir grand-père Caleb ce soir. Nous avons conduit directement à la maison de retraite. C'était un bel établissement, je leur accorde ça. Des sols propres, une odeur de désinfectant à la lavande pour masquer l'odeur de l'âge et des médicaments. Mais c'était quand même un endroit où les gens allaient attendre la fin. Grand-père Caleb était dans sa chambre, assis dans son fauteuil près de la fenêtre. La télé était allumée sur un match des Rays, mais le volume était coupé. Il regardait les oiseaux dehors. Quand nous sommes entrés, il s'est tourné. Son visage, ridé comme une carte routière d'une longue vie, s'est illuminé quand il a vu Isaac. Mais le sourire s'est effacé dès qu'il a vu nos expressions. Vous deux, on dirait que vous revenez d'un enterrement, a-t-il dit. Sa voix était rocailleuse mais forte. Asseyez-vous. Racontez-moi. J'ai tiré une chaise. Isaac s'est assis sur le bord du lit. J'ai pris une profonde inspiration et je lui ai tout raconté. Je lui ai parlé du coffre-fort vide, du camping-car dans l'allée, du discours sur la compensation, du sourire narquois de Connor, du prix de vente de 70 000 $. J'ai observé attentivement le visage de grand-père, m'attendant à de la rage. Je m'attendais à ce qu'il jette sa canne. Je m'attendais à ce qu'il crie, mais il ne l'a pas fait. Il a écouté. Il est resté parfaitement immobile, ses mains reposant sur le pommeau de sa canne. Son expression n'a pas changé, mais ses yeux. Ses yeux sont devenus froids. C'était le regard d'un homme qui joue aux échecs et qui vient de voir son adversaire commettre une erreur fatale 3 coups avant l'échec et mat. Quand j'ai fini, le silence a plané dans la pièce pendant une longue minute. Le seul son était le bourdonnement du climatiseur. Le garçon, a dit grand-père, faisant un signe de tête vers Isaac. Il pense que c'est sa faute, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Il a demandé si tu étais fâché contre lui. Grand-père Caleb a tourné son regard vers Isaac. Doucement, tendrement, il a dit, viens ici, fils. Isaac s'est approché. Grand-père a passé un bras frêle autour de lui. Ces cartes n'étaient que du papier, Isaac. Du papier précieux, oui, mais juste du papier. Tu n'as pas perdu mon amour, et tu n'as rien fait de mal. Tu m'entends? Oui, monsieur, a chuchoté Isaac.
Bien. Grand-père lui a tapoté le dos et m'a ensuite regardé. Je ne suis pas surpris, Joshua. Tu ne le es pas, ai-je demandé incrédule. Ils ont volé 95 000 balles à leur propre petit-fils. J'ai vécu assez longtemps pour savoir que les gens montrent leur vraie couleur quand l'argent est impliqué, a dit grand-père. Il s'est adossé. Je savais que ta mère se sentait en droit d'avoir mon argent. Je savais que ton père était faible et suivrait tout ce qu'elle disait. Et Connor, eh bien, Connor a de la pourriture dans les fondations depuis longtemps. Pourquoi n'as-tu rien dit, ai-je demandé. Pourquoi ne les as-tu pas empêchés de t'emmener ici? J'avais besoin de voir, a-t-il dit de manière énigmatique. J'avais besoin de savoir pour sûr s'ils étaient prêts à franchir la ligne. Je pensais qu'ils attendraient peut-être ma mort, mais ils sont devenus avides. Ils sont devenus impatients. Il a attrapé le bloc-notes sur sa table de chevet. Sa main, habituellement tremblante, était stable alors qu'il écrivait quelque chose. Il a déchiré la page et me l'a tendue. « Appelle ce numéro », a-t-il dit. « Demande Matthew. Dis-lui que Howard Caleb t'envoie. » J'ai regardé la note. « Héritage auction Matthew Patterson. »« Qui est-ce » ai-je demandé. « L'homme qui a expertisé la collection il y a 3 ans, » a dit grand-père. « Et l'homme qui détient la copie conforme de l'acte de donation que j'ai signé pour Isaac. » Mes yeux se sont écarquillés. « Tu as gardé une copie avec la maison de vente aux enchères ?» Je ne faisais pas confiance à mon coffre-fort, a dit grand-père avec un petit sourire sombre. Pas avec ta mère ayant une clé de la maison. Il s'est penché en avant, sa voix tombant à un murmure. Maintenant écoute-moi, Joshua. C'est la partie difficile. J'ai besoin que tu fasses exactement ce que je dis. N'importe quoi, ai-je dit. J'appelle la police tout de suite. Non, a commandé grand-père. Pas de police. Pas encore. Si tu appelles la police, cela devient un litige civil désordonné. Ils prétendront que je leur ai donné une permission verbale. Ce sera sa parole contre la mienne pendant des années. Alors qu'est-ce qu'on fait? On attend, a dit grand-père. Attendre? Je me suis levé frustré. Ils sont en train de dépenser l'argent en ce moment même. Ils planifient un voyage à Yellowstone dans le camping-car d'Isaac. Laisse-les faire, a dit grand-père. Laisse-les dépenser chaque centime. Laisse-les conduire ce camping-car. Laisse-les penser qu'ils s'en sont tirés. Pourquoi? Parce que, a dit grand-père, une lueur dangereuse dans les yeux. Quand tu pièges un rat, tu ne déclenches pas le piège au moment où il renifle le fromage. Tu attends qu'il morde dedans. Nous avons besoin qu'il s'engage. Nous avons besoin que l'argent soit parti, et nous avons besoin de témoins. Il a regardé le calendrier sur son mur. Le 40e anniversaire de mariage de tes parents est dans 6 semaines, n'est-ce pas? Ouais, ai-je dit. Le 12 août. Parfait, a dit grand-père. Fais-moi confiance, Joshua. Attends, peux-tu faire ça? J'ai regardé mon grand-père, l'homme qui m'a appris à nouer une cravate quand mon père était trop occupé avec Connor. L'homme qui m'a appris que l'intégrité est de faire la bonne chose quand personne ne regarde. J'ai regardé Isaac. Il nous observait, sentant le changement de pouvoir. D'accord, ai-je dit. On attend. La promesse de vengeance est un puissant sédatif, mais l'attente est une torture. Cette nuit-là, après avoir quitté la maison de retraite, je n'ai pas pu dormir. Je me suis assis dans mon petit salon, fixant le plafond. Isaac était dans sa chambre. Je suis allé voir 3 fois s'il allait bien. Il dormait, serrant son classeur vide. Je ressentais un cocktail d'émotions. De la culpabilité pour ne pas l'avoir protégé plus tôt. De la rage, brûlante et vive contre mes parents, mais surtout de la confusion. Que prévoyait grand-père? Pourquoi attendre 6 semaines? Le lendemain matin, j'ai appelé le numéro sur la note. Héritage auction, ici Matthew. Bonjour, je m'appelle Joshua Caleb. Mon grand-père, Howard Caleb, m'a dit de vous appeler. Il y a eu une pause à l'autre bout, puis un changement de ton. Professionnel, vif. Ah, Joshua, j'attendais cet appel. Howard m'a contacté hier soir. Je suppose que le coffre est vide? Nettoyé, ai-je dit.
Ils l'ont vendu à un acheteur privé pour 70 000. 70? Matthew a ri pour de vrai. Ils se sont fait plumer. J'avais un acheteur aligné pour 95 000 fermes. Vos parents ont vendu bas pour avoir du liquide rapidement. Des amateurs. Peut-on les récupérer, ai-je demandé désespéré. Voici la situation, a dit Matthew. J'ai l'acte de donation notarié dans mon coffre. Il est daté d'il y a 2 ans. Il liste chaque numéro de série des cartes certifiées. Légalement, vos parents ont vendu des biens volés. Cette transaction est nulle. L'acheteur, qui qu'il soit, est en possession de biens volés. Une fois que nous signalerons cela, ils devront rendre les cartes. Alors pourquoi attendons-nous? Ai-je demandé. Parce que Howard veut marquer le coup, a dit Matthew. Et à cause de la maison. La maison? Je ne peux pas en dire plus, a dit Matthew. Secret professionnel avocat-client. Mais sachez juste ceci, Howard a 2 coups d'avance. Tenez bon, Joshua. Laissez-les creuser le trou plus profondément. Ainsi commencèrent les 6 semaines les plus longues de ma vie. Je suis allé travailler. J'ai fait des calculs. J'ai rempli des déclarations d'impôts. J'ai agi normalement. Mais chaque fois que mon téléphone vibrait, je sursautais. Ma mère m'a envoyé un texto une semaine plus tard. Une photo du camping-car garé près d'un lac. Légende, premier voyage avec la bête. Les garçons adorent. J'aimerais que tu ne sois pas si têtu pour être ici. Je voulais jeter mon téléphone à travers le mur. Je voulais répondre, vous profitez de vacances payées par le vol de votre petit-fils. Au lieu de cela, j'ai tapé, ça a l'air sympa. Je devais jouer le jeu. Je devais être le chien battu. Le plus dur était de regarder Isaac. Il a arrêté de parler de baseball. Il a mis ses classeurs dans le placard. Il a commencé à lire des romans fantastiques, des livres sur les dragons et la magie, des mondes où les gentils gagnent toujours parce qu'ils ont une épée spéciale. Dans le monde réel, il n'avait pas d'épée. Il avait juste un papa qui envoyait des textos, ça a l'air sympa, aux voleurs. Un soir, environ 3 semaines plus tard, j'ai trouvé Isaac assis par terre dans ma chambre. Papa, a-t-il dit, tu penses qu'ils ont vendu la carte de Clemente? Roberto Clemente, 1955. Ce n'était pas la carte la plus chère, mais c'était la préférée de grand-père. C'était la carte que grand-père avait achetée avec son premier salaire de l'usine en 1955. Il racontait à Isaac des histoires sur Clemente, sur sa charité, sur la façon dont il est mort en essayant d'aider les gens. Je ne sais pas, mon pote, ai-je dit en m'asseyant à côté de lui. J'espère que le nouveau propriétaire en prend soin, a dit Isaac doucement. J'espère qu'il ne la laisse pas au soleil. Je les serrai dans mes bras. Nous allons les récupérer. Je te jure, ça fait 3 semaines, papa, a-t-il dit en se dégageant. Il m'a regardé avec des yeux qui étaient trop vieux pour son visage. C'est parti. On doit juste l'accepter. Il est sorti de la pièce. Ce moment m'a anéanti. Mon fils avait abandonné. Il avait accepté que les adultes étaient des menteurs et des voleurs. J'ai détesté mes parents à ce moment-là, pas pour l'argent, mais pour avoir tué son innocence. Je rendais visite à grand-père 2 fois par semaine. Nous ne parlions jamais du plan. Nous parlions de la météo, des raises, de mon travail. Mais chaque fois que je partais, il me serrait la main et disait, on y est presque. Puis, 2 semaines avant la fête, l'invitation est arrivée. Ce n'était pas une invitation papier. C'était un message dans le chat de groupe de la famille élargie. Maman, barbecue du 40e anniversaire, 12 août à 17h. Traiteur, groupe live. Venez célébrer 40 ans d'amour. Puis un texto privé pour moi immédiatement après. Maman, Joshua, amène Isaac, mais assure-toi qu'il est bien habillé. Et ne parle pas des cartes. Je ne veux pas de scène. Aussi, nous n'invitons pas grand-père. J'ai fixé l'écran. Pas inviter grand-père. Maman, c'est trop difficile pour lui de voyager. Il devient confus. Nous ne voulons pas le contrarier. C'est mieux s'il reste au foyer où il est en sécurité. On lui apportera une part de gâteau le lendemain. J'ai ri. Un rire dur et amer dans ma cuisine vide. Il ne s'inquiétait pas qu'il soit confus.
Ils s'inquiétaient qu'ils voient le camping-car. Ils s'inquiétaient que leur culpabilité les regarde en face. Ils voulaient célébrer leur amour dans la maison qu'il avait construite avec l'argent qu'il lui avait volé sans avoir à le regarder. J'ai conduit à la maison de retraite ce soir-là. Il ne t'invite pas, lui ai-je dit. Grand-père Caleb polissait ses lunettes. Il les a mises, m'a regardé et a souri. C'était un sourire de loup. Bien sûr que non, a-t-il dit. Il pense que je suis un fantôme. Loin des yeux, loin du cœur. Il s'est levé. Il s'est dirigé vers son placard et a sorti une housse à vêtements. Il l'a dézippée. À l'intérieur se trouvait un costume gris anthracite. Il avait l'air cher, vintage, mais intemporel. C'est pour l'enterrement, ai-je demandé, plaisantant sombrement. Non, a dit grand-père. C'est pour la fête. Mais ils ne t'ont pas invité, Joshua, a-t-il dit en lissant le revers du costume. J'ai construit cette maison. J'ai payé chaque brique. Je n'ai pas besoin d'une invitation pour marcher sur ma propre propriété. Il s'est tourné vers moi. Appelle Matthew. Dis-lui d'apporter les papiers et dis-lui d'amener l'avocat, Nathan. 12 août, 17h30. On s'incruste à la fête, ai-je demandé, un frisson d'adrénaline me traversant. On ne s'incruste pas, a dit grand-père. On y met fin. La dernière semaine précédant la fête a donné l'impression de retenir son souffle sous l'eau. Tu sais que tu dois faire surface à un moment donné, mais tu regardes juste les secondes s'écouler. J'ai dû acheter une nouvelle chemise habillée à Isaac. Nous sommes allés au centre commercial. Il était apathique, traînant les pieds. Pourquoi on doit y aller, s'est-il plaint. Ils ne veulent pas de moi là-bas. Oncle Connor se moque juste de moi. Nous devons y aller parce que grand-père nous l'a demandé, ai-je dit. Fais-moi confiance, Isaac, tu ne veux pas manquer ça. Est-ce que grand-père vient? J'ai hésité. Disons juste que grand-père a une surprise. Le matin du 12 août, je me suis réveillé avec l'impression d'aller au combat. Je me suis rasé de près. J'ai mis mon meilleur costume, celui que j'utilisais pour les audits avec l'IRS. Je voulais avoir l'air professionnel. Je voulais ressembler au comptable dont il se moquait toujours, mais qui venait maintenant équilibrer les comptes. J'ai récupéré Isaac. Il avait l'air élégant mais nerveux. Haut les cœurs, lui ai-je dit. Aujourd'hui est un bon jour. Nous avons conduit à la maison de retraite d'abord. Quand je suis entré dans la chambre de grand-père, je me suis arrêté net. Le vieil homme frêle en cardigan avait disparu. Là se tenait Howard Caleb, l'homme qui avait dirigé une entreprise de construction pendant 30 ans. Il portait le costume gris anthracite. Ses chaussures étaient cirées comme un miroir. Il avait une coupe de cheveux fraîche. Il se tenait droit, ignorant sa canne un instant pour ajuster ses boutons de manchette. Grand-père, a soufflé Isaac. Tu ressembles à une star de cinéma. Je ressemble à un homme qui a des affaires à régler. Grand-père a fait un clin d'œil. Nous sommes sortis sur le parking. Il y avait une berline noire qui attendait. Pas ma voiture, une town car. Matthew de la maison de vente aux enchères s'appuyait contre elle. À côté de lui se tenait un grand homme avec une mallette. Nathan l'avocat. Messieurs, a dit grand-père en les saluant de la tête. Monsieur Caleb, a dit Nathan, nous sommes prêts. Nous avons formé un convoi, la town car noire devant avec grand-père, Matthew et Nathan, moi et Isaac dans ma voiture derrière eux. Alors que nous conduisions vers la maison de mes parents, mon cœur martelait contre mes côtes. Je ne cessais de penser au rebondissement auquel grand-père avait fait allusion. La maison? Quoi à propos de la maison? Je savais que grand-père avait donné la maison à mes parents il y a des années. C'était la légende familiale. Maman et papa s'occupent de grand-père, donc grand-père leur a donné la maison. C'était leur justification pour tout, pour leur sentiment d'avoir tous les droits, pour la façon dont ils me traitaient. C'est notre maison, nos règles. Mais Matthew avait dit quelque chose à propos du secret professionnel avocat-client. Nous avons tourné dans la rue. Elle était bordée de voitures. Mes parents avaient invité tout le monde. Voisins, vieux amis, cousins que je n'avais pas vus depuis des années. La musique battait son plein. Célébration de Cole et the Gang. L'ironie était presque insupportable.
J'ai vu la lueur des guirlandes lumineuses par-dessus la clôture du jardin. J'ai senti la fumée du barbecue. La town car s'est arrêtée juste devant l'allée, bloquant le massif camping-car blanc. C'était un coup de force. Prêt, ai-je demandé à Isaac. Isaac a regardé la town car, puis moi. Il a pris une profonde inspiration. Prêt. Nous sommes sortis. Grand-père est sorti de la town car. Il a saisi sa canne, pas pour se soutenir, mais comme un sceptre. Il a regardé la maison qu'il avait construite. Il a regardé le camping-car garé dans son allée. Sa mâchoire s'est serrée. Allons-y, a-t-il dit. Nous avons remonté l'allée. Le portail vers le jardin était ouvert. On pouvait entendre les rires. On pouvait entendre la voix forte de Connor se vantant de quelque chose. Nous avons franchi le portail, le jardin était transformé, des tables avec des nappes blanches, du personnel de traiteur circulant avec des plateaux, un groupe live dans le coin, et là au centre se trouvaient mes parents. Maman portait une robe à paillettes qui coûtait plus cher que ma première voiture. Papa était en smoking, l'air mal à l'aise mais fier. Il tenait des flûtes de champagne, portant un toast avec un groupe de voisins. Connor était près du camping-car, montrant l'intérieur à un groupe de ses amis. Ses enfants, Jess et Cole, couraient en criant, se jetant de la nourriture. Personne ne nous a remarqués au début. Nous n'étions que des ombres au bord de la lumière. Puis, grand-père a marché vers le groupe. Il a marché droit vers le chanteur qui s'est arrêté de chanter au milieu d'un couplet. Grand-père a pointé la multiprise au sol. « Coupez ça », a-t-il dit. Le chanteur avait l'air confus. « monsieur. » Grand-père ne s'est pas répété. Il s'est baissé avec sa canne et a accroché le cordon d'alimentation. Il a tiré d'un coup sec. La musique est morte. Les amplificateurs ont bourdonné et se sont tus. Les rires dans la cour se sont taris. Les têtes ont tourné. 50 personnes ont regardé vers la scène. Ma mère s'est retournée, agacée. Qu'est-ce qui se passe bon sang avec le... Elle s'est arrêtée. Son verre a glissé de sa main. Il a heurté les pavés du patio et s'est brisé. Crash. Papa, a-t-elle chuchoté. Grand-père Caleb se tenait là, flanqué de son avocat, du commissaire-priseur, de moi et d'Isaac. Il ressemblait au jugement dernier dans un costume 3 pièces. « Bonjour, Margaret », a dit grand-père. Sa voix n'était pas forte, mais dans le silence soudain, elle portait jusqu'à la clôture du fond. « Joyeux anniversaire ». Papa s'est précipité, le visage pâle. « Papa, qu'est-ce que tu fais ici ? Qui t'a amené ? Tu devrais te reposer. » J'ai fini de me reposer, Robert, a dit grand-père. Connor est arrivé en courant, l'air rouge et en colère. C'est quoi ce bordel ? Qui a coupé la musique ? Josh, c'est toi qui l'as amené ? Il est censé être au foyer. Ce n'est pas un prisonnier, Connor, ai-je dit, me plaçant à côté de grand-père. C'est une fête privée, a crié Connor. Vous ne pouvez pas juste débarquer ici et gâcher la soirée de maman et papa. Grand-père Caleb a tourné lentement la tête pour regarder Connor. Fête privée, a-t-il répété. Sur la propriété de qui ? Sur notre propriété, a craché Connor. La maison de maman et papa. Grand-père a ri. C'était un son sec et froid. Nathan, a dit grand-père à l'homme avec la mallette. Voudriez-vous s'il vous plaît éclairer mon petit-fils ? Nathan s'est avancé. Il a ouvert sa mallette. Le clic des loquets a résonné comme des coups de feu. La tempête était arrivée. Le silence dans le jardin était lourd, suffocant. Les invités, des voisins qui nous connaissaient depuis des décennies, des parents qui ne se montraient que pour la nourriture gratuite, regardaient avec de grands yeux. Ce n'était pas juste une dispute de famille. C'était du théâtre. Nathan, l'avocat, a sorti un document de sa mallette. Il l'a tenu en l'air, mais ne l'a donné à personne pour l'instant. Je m'appelle Nathan Reed, a-t-il annoncé, sa voix portant comme dans un tribunal. Je suis le représentant légal de Monsieur Howard Caleb. Nous n'avons pas besoin d'avocat ici, a bafouillé mon père en essayant d'éloigner les invités. Tout le monde, s'il vous plaît. Juste un malentendu. Prenez du gâteau. Que personne ne bouge, a dit grand-père.
L'autorité dans sa voix était absolue. Personne n'a bougé. Grand-père a fait un pas en avant dans le centre de la lumière du patio. Il a regardé ma mère. Il y a 2 mois, a commencé grand-père en s'adressant à la foule, j'ai été placé dans une maison de retraite. Ma fille et son mari ont dit que c'était pour ma santé. Ils ont dit que j'avais besoin de soins. Il a fait une pause, laissant cela s'imprégner. Mais au moment où j'ai quitté cette maison, ils sont allés dans mon bureau privé. Ils ont ouvert mon coffre-fort ignifugé et ils ont retiré une collection de cartes de baseball que je constitue depuis 1958. Une vague de chuchotements a traversé la foule. Cette collection, a continué grand-père, sa voix montant, a été légalement donnée à mon arrière-petit-fils, Isaac, il y a 2 ans. Il a pointé un doigt tremblant vers Isaac debout à mes côtés. Tous les yeux se sont tournés vers Isaac. Il se tenait droit, se tenant le flanc, mais il ne s'est pas dérobé. Ils ont pris la propriété d'Isaac, a dit grand-père, pointant maintenant le camping-car étincelant dans l'allée. Et ils l'ont vendu. Ils ont vendu un actif de 95 000 $ pour 70 000 $ à un rustler juste pour acheter ça. La foule s'est tournée pour regarder le camping-car. Le trophée ressemblait soudain à une preuve. C'est un mensonge, a hurlé maman. Son visage était rouge, son calme volait en éclats. Il est sénile. Il ne sait pas de quoi il parle. Nous liquidions du désordre. Du désordre? Matthew l'expert s'est avancé. Madame Caleb, je suis Matthew Patterson de Héritage Auction. J'ai personnellement expertisé cette collection il y a 3 ans. Vous étiez dans la pièce. Vous connaissiez sa valeur et vous saviez qu'elle était destinée à Isaac. Vous, qui êtes-vous? A postillonné papa. Je suis l'homme qui a l'acte de donation notarié dans mon coffre, a dit Matthew calmement. Ce qui fait de la vente que vous avez effectué un acte criminel. Ça s'appelle vol qualifié et recel de biens volés. Criminel, Harry Connor nerveusement. Allez, c'est des histoires de famille. On avait besoin du camping-car pour le voyage en famille. Isaac n'aime même pas le baseball. La ferme, Connor, ai-je dit. C'était la première fois que je disais à mon frère de la fermer en public. Ça faisait du bien. Grand-père n'avait pas fini. Vous avez volé un enfant, a dit grand-père en regardant maman. Votre propre petit-fils, pour vous acheter un jouet et un jouet pour votre enfant chéri. Nous t'avons élevé, a crié papa vers moi, déviant le sujet. Nous t'avons mis des vêtements sur le dos. Nous méritons un peu de bonheur. Vous méritez la prison, a dit grand-père. Vous ne pouvez pas faire ça, a hurlé Connor. Il avait l'air sur le point de charger sur grand-père. Je me suis interposé devant lui, carrant mes épaules. Connor s'est arrêté. Il a vu quelque chose dans mes yeux qu'il n'avait jamais vu auparavant. Je n'étais plus le petit frère. Je peux faire ça, a dit grand-père. Et je le fais. Il s'est tourné vers Nathan. La maison, Nathan. C'était ça. Le moment que j'attendais, le rebondissement que je ne comprenais pas totalement. Nathan s'est raclé la gorge. Mais Madame Caleb, a-t-il dit à mes parents, vous avez opéré sous l'hypothèse que le titre de cette propriété, 142 Oakland, vous a été transféré il y a 15 ans quand vous avez emménagé pour prendre soin de Howard. Nous avons l'acte, a dit papa. C'est dans le coffre. Vous avez une copie d'un projet d'acte, a corrigé Nathan. Un acte qui n'a jamais été signé et jamais déposé auprès du greffier du comté. Le visage de ma mère est devenu blanc comme un drap. Quoi, a-t-elle chuchoté. Howard n'a jamais signé le transfert, a dit Nathan. Il voulait attendre de voir si l'arrangement de vie fonctionnait. Il a oublié de le signer au début et ensuite, eh bien, il a décidé de laisser les choses telles quelles. Cette maison, a dit grand-père, sa voix tonnant maintenant, est à moi. Elle a toujours été à moi. Chaque brique, chaque poutre. Mais nous vivons ici depuis 15 ans, a crié maman. Nous avons payé les factures. Nous avons peint les murs. Et vous avez vécu sans loyer, a dit grand-père. Vous avez économisé 3 000 $ par mois en versements hypothécaires pendant 15 ans. C'est plus d'un demi-million de dollars de loyer économisé. Et pourtant vous avez quand même ressenti le besoin de voler Isaac. Grand-père a regardé autour du jardin. Il a regardé les guirlandes lumineuses. Il a regardé les invités de la fête. Je mets cette maison sur le marché,
a annoncé grand-père. Les halètements des invités étaient audibles. Tu ne peux pas, a chuchoté papa. Je peux, a dit grand-père. Et je l'ai fait. J'ai signé le mandat de vente ce matin. Vous avez 90 jours pour quitter les lieux. 90 jours, a hurlé Connor. Où sommes-nous censés aller? J'ai des enfants. On ne peut pas déménager en 90 jours. Vous avez un camping-car, a dit grand-père en pointant l'allée. Je vous suggère de vivre dedans. Tant que vous l'avez encore. Qu'est-ce que tu veux dire par tant qu'on l'a encore, a demandé maman, tremblante. Nathan a repris la parole. L'acheteur des cartes a été contacté. Puisque la vente était frauduleuse impliquant des biens volés, la transaction est nulle. L'acheteur exige un remboursement complet des 70 000 $ immédiatement ou il portera plainte pour fraude. Mais nous l'avons dépensé, a dit papa, sa voix tremblante. Nous avons tout mis dans la compte du camping-car et l'assurance. Alors vous feriez mieux de vendre le camping-car, a dit Nathan. Et comme c'est maintenant un véhicule d'occasion, vous subirez une dépréciation de 20% au moment où vous sortirez du concessionnaire. Il vous manquera environ 15 000 $. Je vous suggère de commencer à économiser. Le calcul les a frappés. Ils étaient sans abri. Ils étaient endettés. Ils faisaient face à des accusations criminelles s'ils ne remboursaient pas l'argent. Maman a éclaté en sanglots. Des sanglots les heurtés. Pas des larmes de remords. Des larmes d'une narcissique qui vient de perdre son royaume. Comment as-tu pu, a-t-elle gémi vers grand-père. Je suis ta fille. Et lui, c'est ton petit-fils, a dit grand-père en désignant Isaac. Et tu l'as volé. Grand-père s'est tourné vers Isaac. Il a ignoré la femme gémissante, les invités stupéfaits et le frère en colère. Il s'est agenouillé sur un genou, grimaçant de douleur pour regarder Isaac dans les yeux. Isaac, a dit grand-père, je suis désolé d'avoir eu à faire ça devant toi, mais tu dois savoir quelque chose. La vérité compte. L'intégrité compte. Et personne, pas même la famille, n'a le droit de prendre ce qui est à toi. Vas-tu envoyer grand-mère en prison? A demandé Isaac, sa voix petite. Cela dépend d'eux, a dit grand-père. S'ils remboursent l'argent et rendent les cartes, je ne porterai pas plainte. Mais ils doivent quitter ma maison. Isaac a hoché la tête. Il a regardé sa grand-mère, qui criait maintenant sur mon père. Il a regardé Connor, qui donnait des coups de pied dans le pneu du camping-car. D'accord, a dit Isaac. Je veux rentrer à la maison maintenant. On y va, ai-je dit. Grand-père s'est levé. Il a regardé la foule d'invités qui étaient figés dans un silence gênant. Profitez du barbecue, a dit grand-père. J'ai payé le grill sur lequel ça cuit, aussi. Il s'est tourné et a marché vers le portail. J'ai pris la main d'Isaac. Nous l'avons suivi. Alors que nous passions devant le camping-car, Connor s'est jeté vers moi. Tu as fait ça. Tu l'as empoisonné contre nous. Je me suis arrêté. J'ai regardé mon frère. Pour la première fois de ma vie, je ne me sentais pas inférieur. J'ai ressenti de la pitié. Personne ne l'a empoisonné, Connor, ai-je dit. Vous avez juste fini par boire votre propre poison. Nous sommes sortis vers les voitures. La musique était toujours coupée. Le seul son était les cris de ma mère résonnant dans la nuit de banlieue. C'est le moment qui a tout changé, quand j'ai enfin repris le contrôle de ma vie et protégé mon fils. Merci d'avoir été patient et d'être resté avec moi jusqu'ici. Vous êtes incroyable. S'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime et commentez un ci-dessous pour que je sache que vous êtes avec moi. Cela aide plus de gens à trouver cette histoire et cela me dit que mon expérience signifie quelque chose pour vous. Votre soutien est la plus grande motivation pour moi de partager le reste de ce voyage et comment nous avons reconstruit nos vies à partir des cendres. Le trajet de retour depuis la fête était différent de l'aller. La tension avait disparu, remplacée par une étrange adrénaline vibrante. Nous ne sommes pas retournés à la maison de retraite. J'ai emmené grand-père Caleb et Isaac chez moi. Mon petit appartement de 2 chambres ressemblait plus à un foyer que ce manoir sur Oakland ne l'a jamais fait. On a gagné, a demandé Isaac depuis la banquette arrière. Grand-père s'est retourné sur le siège avant. On n'a pas gagné, Isaac. Les guerres de famille n'ont pas de gagnants.
On a juste arrêté de perdre. Ça m'est resté. Quand nous sommes arrivés à mon appartement, j'ai fait du thé. Nous nous sommes assis dans le salon. Mon téléphone explosait. Des textos de cousins qui étaient à la fête. Des appels de papa. Des appels de Connor. Je l'ai mis sous silence. Alors, ai-je dit à grand-père, 90 jours. 90 jours, a confirmé grand-père. Nathan signifie l'avis d'expulsion officielle demain. Ils doivent être partis pour novembre. Ils vont être indigents, ai-je dit. Je détestais qu'une partie de moi se sente encore mal pour eux. C'est dur de tuer le conditionnement d'une vie. Ce sont des adultes, a dit grand-père sévèrement. Robert a une pension. Connor a. Eh bien, Connor a des mains. Il peut travailler. Ils survivront, mais ils ne vivront plus de mon sang. Et les cartes, a demandé Isaac. Matthew s'en occupe, a dit grand-père. Il a contacté l'acheteur. L'acheteur est un collectionneur à Chicago. Il n'était pas content d'apprendre qu'il avait acheté des biens volés. Il retourne la collection à Héritage Auction la semaine prochaine. Nous récupérons la majeure partie. La majeure partie, ai-je demandé. L'acheteur a apparemment déjà vendu quelques cartes à l'unité, a admis grand-père. On les traque, mais le gros du lot, la Mantle, la Aron, est en sécurité. Le lendemain matin, les retombées ont commencé pour de bon. J'étais au travail quand Connor s'est présenté dans le hall. Il avait l'air débraillé. Il n'avait pas dormi. Tu dois lui parler, a dit Connor, me coinçant près de l'ascenseur. Tu dois lui dire d'arrêter. Maman fait une dépression nerveuse. Elle s'est attirée ça toute seule, Connor, ai-je dit en appuyant sur le bouton. Nous n'avons nulle part où aller, a crié Connor. La réceptionniste a levé les yeux, alarmée. Tu sais combien coûte un loyer? On ne peut pas se permettre un endroit assez grand pour nous tous. Alors trouve un travail, ai-je dit. J'ai de l'anxiété, a-t-il hurlé. Tu sais que je ne peux pas travailler dans un environnement traditionnel, et j'ai une hypothèque et un fils à élever seul. Débrouille-toi, Connor. Bienvenue dans le monde réel. Je suis entré dans l'ascenseur. J'ai appuyé sur le bouton du 4e étage. Les portes se sont fermées sur son visage désespéré et en colère. C'était le moment le plus satisfaisant de ma vie professionnelle. Plus tard cet après-midi-là, Nathan m'a appelé. Les parents ont accepté les termes, a dit Nathan. Ils liquident le camping-car. Ils contractent un prêt personnel pour couvrir la différence afin de rembourser l'acheteur. En échange, Howard a accepté de ne pas porter plainte au pénal. Et la maison. Ils font leur carton. Ils ont demandé une extension. Howard a dit non. J'ai raccroché. C'était fini. La tyrannie de mes parents était brisée. Ce soir-là, grand-père Caleb a emménagé avec nous. Je lui ai donné ma chambre et j'ai pris le canapé jusqu'à ce qu'on puisse trouver un endroit plus grand. C'était exigu. C'était chaotique. Mais pour la première fois, ma maison semblait pleine. Isaac était assis par terre montrant à grand-père ses livres de fantaisie. Grand-père écoutait, véritablement intéressé. Tu sais, a dit grand-père. On devrait vendre la maison. Tu la vends, ai-je dit depuis la cuisine. Je veux dire, je la vends et j'utilise l'argent pour acheter un endroit pour nous trois, a-t-il dit. Quelque chose avec un jardin, mais pas trop grand, et un fonds de placement pour Isaac. J'ai arrêté de couper les légumes. Grand-père, tu n'es pas obligé de faire ça. Je ne le fais pas pour toi, a-t-il grogné. Je le fais pour ne pas avoir à écouter tes ronflements depuis le canapé. Nous avons ri. C'était un vrai rire. Mais il restait un point non résolu. Une semaine plus tard, Matthew a appelé. La collection était revenue. Nous sommes allés à la salle des ventes pour l'inspecter. Isaac a ouvert les boîtes avec des mains tremblantes. Il y avait Mickey Mantle. Il y avait Encaron. Mais il y avait un vide dans le classeur. La Roberto Clemente de 1955. Où est-elle, a demandé Isaac. Je suis désolé, a dit Matthew. L'acheteur a vendu celle-là immédiatement à une partie privée au Japon. Nous ne pouvons pas la récupérer. Isaac a fixé la pochette en plastique vide. Cette carte était la préférée de grand-père.
C'était le cœur de la collection. Je m'attendais à ce qu'Isaac pleure. Je m'attendais à ce qu'il soit en colère. Au lieu de cela, il a pris une profonde inspiration. Il a sorti un morceau de papier de sa poche, un dessin qu'il avait fait de la carte de Clemente. Il a glissé le dessin dans la pochette vide. C'est bon, a dit Isaac. On a le reste, et on a grand-père. Il s'est tourné vers grand-père Caleb. Je suis désolé pour ta carte, grand-père. Grand-père Caleb a posé sa main sur l'épaule d'Isaac. Isaac, regarde-moi. Cette carte, c'était du carton. C'était l'image d'un homme. Mais toi, tu es l'homme. Tu t'es levé. Tu leur as fait face. Ça vaut plus que n'importe quelle carte. J'ai regardé le vieil homme et le jeune garçon, le passé et l'avenir. Mes parents ont eu le camping-car pendant 6 semaines. Ils ont eu la maison pendant 15 ans, mais ils ont fini avec rien. J'avais un appartement exigu, une voiture délabrée, et une famille qui avait traversé le feu et en était sortie en acier. Rentrons à la maison, ai-je dit. Et pour la première fois de ma vie, je savais exactement où c'était. Novembre à Cincinnati est impitoyable. Le ciel prend une teinte violette plate et meurtrie, et le vent venant de la rivière Ohio traverse votre manteau. C'était le temps parfait pour une expulsion. Je me tenais sur le trottoir du 142 Oakland tenant un presse-papier. Ce n'était pas mon travail d'être là. Nathan, l'avocat, s'occupait de l'état des lieux officiels, mais j'avais besoin de voir ça. J'avais besoin d'être témoin de la fin physique de leur règne. Leur limite était 17 heures. Il était 16h45. Un camion de déménagement, une location bas de gamme qui semblait avoir survécu à une guerre, tournait au ralenti dans l'allée. Ce n'étaient pas les déménageurs de luxe auxquels ma mère était habituée. C'étaient 2 gars en sweat à capuche fumant des cigarettes en attendant le dernier carton. Mes parents semblaient plus vieux. En seulement 90 jours, ils avaient pris 10 ans. Mon père, Robert, portait un carton de livres. Son dos était voûté. Il ne m'a pas regardé. Il a juste traîné les pieds, ses yeux fixés sur la rampe sale du camion. Ma mère, Margaret, était une autre histoire. Elle se tenait près de la porte d'entrée, portant un manteau de fourrure qui semblait ridicule sur fond de carton et de défaite. Elle se disputait avec Nathan. Le lustre m'appartient, criait-elle. Je l'ai acheté en 2010. C'est une installation fixe, Madame Caleb, a dit Nathan, sa voix ennuyée et professionnelle. Selon les lois sur la propriété dans l'Ohio, une fois qu'un luminaire est fixé au plafond, il devient partie intégrante de l'immobilier. Il reste. Vous volez ma maison, a-t-elle hurlé. J'ai remonté l'allée. Le gravier a crissé sous mes bottes. Personne n'a rien volé, maman, ai-je dit. Tu as juste finalement dû payer le loyer. Elle s'est retournée. Ses yeux étaient bordés de rouge, son maquillage taché. Elle m'a regardé avec un mélange de haine et de désespoir qui m'a glacé les os. Toi, a-t-elle sifflé. Tu as fait ça. Tu l'as empoisonné. Tu as chuchoté à son oreille. Je n'ai pas eu besoin de chuchoter, ai-je dit calmement. Tu as crié tes intentions haut et fort quand tu as vendu l'héritage d'Isaac pour acheter un camping-car. En parlant du camping-car, l'endroit où le massif Winnebago blanc avait siégé était maintenant vide. Juste une grande parcelle d'herbe morte où le soleil n'avait pas atteint le sol pendant 2 mois. Les retombées financières avaient été rapides et brutales. Je connaissais les chiffres parce que Nathan nous avait tenus informés. Ils avaient revendu le camping-car au concessionnaire. Mais comme Nathan l'avait prédit, ils ont pris un coup massif. Ils ont perdu 20% de la valeur à la seconde où ils l'ont sorti du lot, plus les frais du concessionnaire. Ils ont récupéré 55 000 $, mais ils devaient 70 000 $ à l'acheteur des cartes. Il leur manquait 15 000 $. Plus, ils avaient des frais juridiques. Plus, ils avaient des frais de déménagement. Ils avaient vidé leurs économies. Ils avaient maxé leur carte de crédit. La pension de mon père, le salaire pour lequel il avait travaillé 30 ans, était maintenant saisi pour rembourser le prêt personnel qu'ils avaient dû contracter pour éviter les accusations de fraude. Ils étaient fauchés. Pas fauchés genre, on ne peut pas aller en Europe cette année. Vraiment fauchés. Où est Connor, ai-je demandé en regardant autour. Il est dans la voiture, a marmonné papa, redescendant la rampe. Il est bouleversé.
Bien sûr qu'il l'était. Connor était assis sur le siège passager de la berline de papa, portant des lunettes de soleil, faisant défiler son téléphone. Il ne pouvait même pas prendre la peine de les aider à charger les cartons. Il était l'enfant chéri, et les enfants chéris ne soulèvent pas de choses lourdes. Ils attendent juste le prochain sauvetage. Mais le sauvetage ne venait pas. Il est 17 heures, a annoncé Nathan, vérifiant sa montre. J'ai besoin des clés. Maman a serré son sac à main. Elle a regardé la maison. La maison que grand-père a construite. La maison qu'elle avait dirigée comme une reine pendant 15 ans. Je n'ai nulle part où aller, a-t-elle chuchoté. C'était une tentative pour obtenir de la sympathie. Une dernière tentative pour briser ma résolution. Tu as un appartement de 2 chambres à Covdale, ai-je dit. J'ai vu le bail que tu as envoyé à Nathan. C'est un toit. C'est du chauffage. C'est plus que ce avec quoi tu as laissé grand-père quand tu l'as jeté dans cette chambre. Elle a tremblé. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait me frapper. Au lieu de cela, elle a fouillé dans son sac, a sorti le trousseau de clés, celui avec le porte-clés en cuir que je lui avais offert pour la fête des mères il y a 5 ans, et l'a jeté par terre. Je n'ai pas de fils, a-t-elle dit. Je sais, ai-je répondu. Tu n'en as plus depuis longtemps. Tu avais juste une pièce de rechange. Elle s'est tournée et a marché vers la voiture. Elle est montée. Papa a suivi. Le camion de déménagement s'est mis en marche en cliquetant. Ils ont reculé hors de l'allée. Ils n'ont pas fait signe. Ils n'ont pas regardé en arrière. Ils ont juste disparu au coin de la rue, ne laissant rien derrière eux qu'une parcelle d'herbe morte et le silence. J'ai ramassé les clés dans la terre. C'est fait, a dit Nathan, prenant une note sur son presse-papier. Le serrurier est en route pour changer les barillet juste au cas où. Merci, Nathan, ai-je dit. Je suis entré dans la maison. Elle était vide. Les meubles avaient disparu. Les murs étaient nus, laissant des carrés pâles là où les photos de Connor étaient accrochées. Ça résonnait. Je suis retourné au bureau. Le coffre-fort était toujours là, trop lourd pour être déplacé. La porte était ouverte. Je suis resté là longtemps. C'était la pièce où le cœur d'Isaac s'était brisé. Mais c'était aussi la pièce où la vérité avait enfin éclaté. Mon téléphone a vibré. C'était un texto de grand-père. Grand-père, est-ce que l'aigle est sorti du nid? J'ai souri. Moi, le nid est vide. Clé en main. Grand-père, bien. Commande une pizza, pepperoni, extra fromage. Je fête ça. J'ai verrouillé la porte du 142 Oakland pour la dernière fois. Je ne me sentais pas triste. Je ne me sentais pas nostalgique. J'avais l'impression de venir de poser un sac à dos rempli de pierres que je portais depuis 36 ans. Nous avons passé les 3 mois suivants à vivre dans mon appartement exigu. Et honnêtement, ce furent les meilleurs mois de ma vie. Grand-père Caleb dormait dans ma chambre et je dormais sur le canapé-lit. Isaac dormait dans sa chambre, qui était maintenant remplie des cartes de baseball récupérées. Mais nous avions besoin d'espace, et grand-père était catégorique. Je ne mourrai pas dans cet appartement, Joshua, a-t-il dit un matin autour d'un café. Les murs sont trop fins. Je peux t'entendre penser. On cherche, ai-je dit. Mais le marché est difficile. Nous avons du liquide, m'a rappelé grand-père. La maison sur Oakland s'était vendue hier. La vente était conclue. Elle s'était vendue pour 450 000 $. C'était un bon quartier. L'argent attendait sur un compte en fiducie. Je veux de la terre, a dit grand-père. Nous l'avons trouvée en février. Une maison de plein pied à environ 20 minutes plus loin de la ville. Elle n'était pas grandiose. Elle n'avait pas de comptoir en marbre ou de lustre pour lequel ma mère se battrait, mais elle avait 3 chambres. Elle avait un large porche avant avec une balancelle, et elle avait un sous-sol fini qui était parfait pour un « musée de cartes », comme l'appelait Isaac. Nous l'avons acheté comptant, sans hypothèque. L'acte a été mis dans une fiducie, la fiducie Isaac Caleb. Grand-père était le fiduciaire, et j'étais le successeur. C'était blindé. Personne ne pouvait y toucher. Le jour du déménagement était différent cette fois. Il n'y avait pas de tension. Juste moi, Isaac et grand-père dirigeant les déménageurs avec sa canne comme un chef d'orchestre.
Attention avec ce carton, criait grand-père. C'est les trucs de cuisine. Si vous cassez la cafetière, vous êtes viré. Les déménageurs riaient. Ils l'aimaient bien. Tout le monde l'aimait. Il avait cette gravité autour de lui. Un mélange de vieil homme grincheux et de sage espiègle. La vie s'est installée dans un rythme sain et beau. J'ai continué à travailler comme comptable, mais je ne prenais plus les heures supplémentaires. Je n'en avais pas besoin. La pression du « et si » avait disparu. Grand-père insistait pour payer l'épicerie et les factures avec le fonds de la maison. Économise ton salaire, me disait-il. Construis ton propre filet de sécurité. Ne finis pas comme ton père. Nous n'avions pas beaucoup de nouvelles d'eux, mais les nouvelles voyagent dans les petites villes. J'ai entendu par un cousin que la femme de Connor, Megan, l'avait quitté. Apparemment, le style de vie riche était la colle qui maintenait ce mariage. Une fois que l'argent s'est tari et qu'ils ont été serrés dans un appartement bon marché avec mes parents, les fissures sont devenues des canyons. Elle a pris Jess et collé et retourné vivre chez ses propres parents dans le Kentucky. Connor travaillait, un vrai travail. Il remplissait des rayons dans une quincaillerie. Un de mes amis l'a vu là-bas portant un gilet rouge, l'air misérable. Il a essayé de se cacher quand il m'a vu, m'a dit mon ami. Mais j'ai croisé son regard. Il a l'air humble. Je ne me sentais pas heureux de sa misère, mais je ne ressentais pas le besoin de la réparer non plus. C'était le plus grand changement en moi. J'ai réalisé que sa lutte était son voyage. Je ne pouvais pas le porter pour lui. Et mes parents, c'étaient des fantômes. Ils ont arrêté d'aller au country club. Ils ne pouvaient pas payer les cotisations. Ils ont arrêté d'organiser des fêtes. Ils sont devenus les gens dont ils se moquaient autrefois. Invisibles, en difficulté et amers. Mais dans notre maison, il y avait de la lumière. Un soir d'avril, la saison de baseball a recommencé. Les Rays jouaient à domicile. Je suis descendu au sous-sol fini. Isaac et grand-père étaient assis sur le nouveau canapé en cuir. Isaac avait le classeur ouvert sur ses genoux. « Regarde cette stat, grand-père », disait Isaac. En 1968, Bob Gibson avait une MPM de 1.12. C'est impossible. Rien n'est impossible au baseball, a dit grand-père, sirotant sa racinette. C'était l'année du lanceur. Ils ont dû abaisser le monticule l'année suivante parce qu'il était trop dominant. Je me tenais dans l'escalier à les regarder. Le fossé générationnel avait disparu. Ils parlaient la même langue maintenant. Isaac a levé les yeux et m'a vu. « Papa, viens voir. » Grand-père me raconte la fois où il a vu Petros glisser la tête la première. Je suis descendu et me suis assis à côté d'eux. La pièce sentait le pop-corn et la moquette neuve. « Tu sais », a dit grand-père en regardant la télé. J'ai pensé à la carte de Clemente. L'ambiance a légèrement changé. La carte manquante était la seule cicatrice restante de la guerre. « Quoi à propos d'elle ?» ai-je demandé. « J'ai recontacté Matthew », a dit grand-père. Je lui ai dit de faire une offre permanente. Si cette carte refait surface, peu importe le prix, on l'achète. Grand-père, ai-je dit, ça pourrait être 10 000 $. Je m'en fiche si c'est 50, a dit grand-père. Elle appartient à ce livre. Il a tapoté le classeur sur les genoux d'Isaac. Mais en attendant, grand-père a fouillé dans sa poche. Il a sorti une carte sous boîtier. Ce n'était pas une carte vintage. C'en était une nouvelle, une carte moderne. C'était une carte dédicacée d'Eli de la Cruz, la nouvelle sensation rookie des Rays. J'ai acheté ça sur eBay, a dit grand-père en la tendant à Isaac. Ce n'est pas Clemente, mais c'est le début de la nouvelle collection. Ta collection, Isaac, celle que tu construis. Isaac a pris la carte. Ses yeux se sont écarquillés. Grand-père, c'est génial. Remplis les espaces vides avec de nouveaux souvenirs, a dit grand-père. C'est le secret, gamin. Tu ne regardes pas le trou. Tu regardes ce que tu peux mettre dedans. J'ai regardé mon grand-père et j'ai senti une boule dans ma gorge. Il n'apprenait pas seulement à Isaac des choses sur les cartes. Il lui apprenait comment survivre au traumatisme, comment reconstruire. Mais les ombres ont une façon d'essayer de revenir. 2 semaines plus tard, j'étais au travail quand la réceptionniste m'a appelé. Joshua,
il y a un. Eh bien, c'est votre père. Il est sur la ligne 1. J'ai fixé le voyant rouge clignotant. Je ne lui avais pas parlé depuis l'expulsion. J'ai décroché le téléphone. Allô? Joshua. La voix de papa était fine, faible. C'est ta mère. Mon estomac s'est resserré. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est tombée, a-t-il dit, dans l'appartement. Le tapis était lâche. Elle s'est cassé la hanche. Elle est à l'hôpital, merci. Je suis désolé d'entendre ça, ai-je dit. Et je le pensais. La douleur est la douleur. Elle a besoin d'une opération, a dit papa. Et de rééducation. L'assurance ne couvre qu'une partie. Et nous, Josh, nous n'avons pas la franchise. C'est 5 000 $. Le silence s'est étiré sur la ligne. Je savais ce qui arrivait. Nous nous demandions, a bafouillé papa. Grand-père, il a l'argent de la maison. C'est une urgence médicale. La famille est de la famille, n'est-ce pas? L'audace m'a coupé le souffle. Après tout, après le vol, après, je n'ai pas de fils, ils appelaient pour de l'argent. J'ai fermé les yeux. J'ai pensé au petit garçon qui attendait dans le couloir pendant qu'il planifiait des vacances avec son héritage. J'ai pensé au coffre-fort vide. Papa, ai-je dit, te souviens-tu de ce que tu m'as dit quand ma femme est partie? Quand je me noyais? Josh, s'il te plaît. Tu m'as demandé ce que j'avais fait de mal, ai-je dit. Alors, je te le demande. Que as-tu fait de mal pour te retrouver dans une position où tu n'as pas d'économie à 65 ans? Ce n'est pas juste, a-t-il craqué. La vie n'est pas juste, ai-je dit. Et le vol non plus. L'argent de grand-père est dans un trust pour l'éducation d'Isaac. Ce n'est pas une tirelire pour vos erreurs. Appelle Connor. Peut-être qu'il peut prendre des heures supplémentaires. Connor ne peut pas, au revoir, papa, ai-je dit. J'ai raccroché le téléphone. Ma main tremblait. Pas de peur, mais du simple effort de maintenir une limite aussi lourde. Je n'ai pas parlé de l'appel à grand-père. Il n'avait pas besoin de ce stress. Mais j'ai réalisé alors que la guerre n'était pas juste une bataille. C'était un siège. Et je devais garder les mureaux. Le temps passe différemment quand vous êtes en paix. Les 2 années suivantes se sont floutées en un montage de victoires tranquilles. Isaac a commencé le collège. Il a grandi de 7 centimètres. Sa voix a commencé à muer. Et il a enfin arrêté de regarder ses chaussures quand il marchait. Il a rejoint le club de débat. Il s'avère qu'argumenter avec des faits et de la logique était son sport. Il était bon à ça, vicieusement bon. Je l'ai regardé démanteler un adversaire dans un débat sur l'énergie renouvelable. Et j'ai vu un éclair de grand-père Caleb dans ses yeux. Grand-père ralentissait, cependant. La canne est devenue un déambulateur. Puis le déambulateur est devenu un fauteuil roulant pour les longues distances. Mais son esprit est resté un piège d'acier. Chaque dimanche, nous avions un rituel. Nous allions au musée des cartes au sous-sol et grand-père choisissait une carte. Il racontait l'histoire de l'endroit où il l'avait achetée, qui jouait ce jour-là, quel temps il faisait en 1958 ou 1963. Je les enregistrais. J'installais mon téléphone sur un trépied et je le laissais juste parler. C'est la série top de 1960, a dit grand-père à la caméra un dimanche, tenant un classeur au design horizontal. Les gens détestaient ça au début. Disaient que ça avait l'air faux. Mais parfois, il faut tourner les choses de côté pour les voir clairement. Il a regardé la caméra, puis moi. Comme cette famille, Josh, nous avons dû la retourner pour la réparer. J'ai réalisé qu'il nous donnait une feuille de route. Il savait qu'il ne serait pas là pour toujours. Il laissait des petits cailloux. Un mardi pluvieux de novembre, exactement 2 ans après l'expulsion, j'ai reçu un appel de l'avocat, Nathan. Joshua, peux-tu venir à mon bureau? Amen Howard. Est-ce que tout va bien? Nous avons conduit en ville. Grand-père était silencieux sur le siège passager. Il portait son cardigan préféré. Quand nous nous sommes assis dans la salle de conférence, Nathan a fait glisser un document épais sur la table en acajou. Howard a fait quelques ajustements finaux au trust, a dit Nathan, et il voulait que tu sois au courant des clauses spécifiques concernant la famille élargie.
J'ai ouvert le document. C'était du jargon juridique complexe, mais l'essentiel était clair. Au décès de Howard Caleb, la maison et tous les actifs financiers sont transférés immédiatement au Trust Joshua Caleb. Un legs spécifique de $1 est laissé à Robert Caleb. Un legs spécifique de $1 est laissé à Connor Caleb. $1, ai-je demandé en regardant grand-père. Cela les empêche de contester le testament, a expliqué Nathan. Si tu ne leur laisses rien, ils peuvent argumenter que tu les as oubliés ou que tu étais mentalement incompétent. Si tu leur laisses $1, cela prouve que tu t'es souvenu d'eux et que tu as spécifiquement choisi de leur donner ça. C'est le message final, a dit grand-père doucement. Sadie, je vous ai vu. Je me suis souvenu de vous. Et c'est ce que votre loyauté valait. Et il y a une clause funéraire, a ajouté Nathan. Monsieur Caleb a stipulé que ces funérailles seront un service privé. Sur invitation seulement. La sécurité sera engagée pour faire respecter la liste des invités. Tu les bannis de tes funérailles, ai-je demandé. Cela semblait lourd. Définitif. Grand-père a regardé par la fenêtre la ligne d'horizon de la ville. Des funérailles, c'est pour que les vivants fassent leur deuil, Joshua. Il ne me pleure pas. Il pleure le distributeur automatique qui est tombé en panne. Je ne veux pas qu'ils jouent leurs fausses larmes sur mon cercueil. Je veux toi. Je veux Isaac. Je veux la paix. D'accord, ai-je dit, me penchant pour prendre sa main. Sa peau était comme du papier, sèche et fraîche. Tout ce que tu veux. Nous avons quitté le bureau. Sur le chemin du retour, grand-père a demandé de s'arrêter pour une glace. Nous nous sommes assis dans la voiture en mangeant des cônes à la vanille sous la pluie. Tu es un bon père, Joshua, a-t-il dit soudainement. Je me suis figé. J'avais passé toute ma vie à attendre que mon propre père dise ça. L'entendre de grand-père m'a frappé comme un coup physique. J'essaie, ai-je dit. Tu as brisé le cycle, a-t-il dit. C'est la chose la plus difficile qu'un homme puisse faire. La rivière veut couler comme elle l'a toujours fait. Tu as construit un barrage. Tu as sauvé le garçon. Tu nous as sauvés, ai-je corrigé. Non, grand-père a secoué la tête. J'ai juste fourni les munitions. Tu as appuyé sur la gâchette. Tu t'es levé à la fête. Tu les as tenus à l'écart. Tu as fait le travail. Il a fini sa glace et s'est essuyé la bouche avec une serviette. Je suis fier de toi. Je voulais juste que tu le saches. Cette nuit-là, grand-père s'est endormi et ne s'est pas réveillé. Ce n'était pas dramatique. Il n'y a pas eu de sirène d'ambulance hurlant dans la nuit. Je suis juste allé voir comment il allait à cette heure parce que je ne sentais pas le café. Il était au lit, l'air paisible. Ses lunettes étaient pliées sur la table de chevet à côté d'une photo de lui et Isaac. Le chagrin était un raz-de-marée, mais c'était un chagrin propre. Il n'était pas compliqué par la culpabilité ou les non-dits. Nous avions tout dit. Les funérailles étaient exactement comme il le voulait. Petites, privées, juste moi, Isaac, Nathan, Matthew et quelques vieux amis de grand-père de l'époque de la construction. Nous avions engagé 2 policiers en congé pour se tenir à la porte du cimetière. Bien sûr, à peu près à la moitié du service, une berline rouillée s'est arrêtée. Mes parents. J'ai regardé depuis le côté de la tombe alors que l'officier les arrêtait. J'ai vu mon père argumenter. J'ai vu ma mère pleurer. Ses larmes théâtrales et gémissantes. L'officier a secoué la tête. Il a pointé la route. Ils sont restés là un moment, regardant le petit groupe rassemblé autour de la tombe. Puis ils sont remontés dans leur voiture et sont partis. Isaac se tenait à côté de moi. Il avait 13 ans maintenant. Il portait un costume noir qui lui allait parfaitement. Il n'a pas regardé la voiture. Il a gardé les yeux sur le cercueil. Il est en sécurité maintenant, a chuchoté Isaac. Ouais, ai-je dit. Il l'est. Dans les semaines qui ont suivi, la maison semblait calme, mais pas vide. La présence de grand-père était partout. Dans l'odeur d'huile de citron dans le bureau, dans les mots croisés à moitié finis sur la table basse. Nous avons reçu l'héritage. C'était substantiel. Le produit de la vente de la maison, ses économies, ses investissements. C'était assez pour assurer que l'université d'Isaac soit payée, assez pour me laisser prendre une retraite anticipée si je le voulais,
et assez pour nous garder en sécurité. Mais le véritable héritage n'était pas l'argent. Un soir, environ un mois après les funérailles, Isaac m'a appelé au sous-sol. « Papa, regarde. » Il tenait le classeur, la page avec l'emplacement vide de la Clemente. « Qu'est-ce qu'il y a ? » « J'ai reçu un colis aujourd'hui, » a dit Isaac. « Du Japon. » Mon cœur s'est arrêté. « Quoi ? » « Regarde l'adresse de retour. » J'ai regardé le colis sur la table. L'écriture était élégante. De Monsieur Tanaka. À l'intérieur du colis, il y avait une note. « Cher Isaac, j'ai acheté une carte Roberto Clemente de 1955 il y a 2 ans. Récemment, je lisais un article en ligne sur une collection volée à Cincinnati. J'ai réalisé que le numéro de certification correspondait. Je suis un collectionneur, mais je suis aussi un grand-père. Cette carte a une maison et ce n'est pas avec moi. Veuillez accepter ce retour. Sans frais. Honorez votre grand-père. » Et elle était là, dans un étui en plastique dur, la Roberto Clemente de 1955. Les coins étaient nets. La couleur était vibrante. Les mains d'Isaac tremblaient alors qu'il la glissait dans la pochette vide. Elle s'adaptait parfaitement. La collection était à nouveau entière. Nous sommes restés assis là en silence, fixant la page complétée. Il savait, a dit Isaac, essuyant ses yeux. Grand-père savait qu'elle reviendrait. Il avait la foi, ai-je dit. Cette nuit-là, j'ai réalisé que l'histoire ne concernait pas le vol. Elle ne concernait pas le camping-car ou les parents toxiques ou l'expulsion. Elle concernait le pont. Le pont entre le passé et l'avenir. Mes parents avaient essayé de brûler ce pont pour se réchauffer. Grand-père Caleb l'avait reconstruit pierre par pierre pour nous faire traverser. J'ai 39 ans maintenant. Mon fils entre au lycée l'année prochaine. Il veut être archiviste. Il veut protéger l'histoire. Mes parents sont toujours dans cet appartement à Covdale. J'ai entendu dire que Connor avait 2 emplois maintenant. Peut-être qu'ils apprennent. Peut-être pas. Ça n'a plus d'importance pour moi. Je leur ai pardonné. Pas parce qu'ils le méritent, mais parce que je mérite la paix. Je regarde Isaac organiser ses cartes, confiant et aimé. Et je sais une chose pour sûr. Le cycle est brisé. L'enfant de rechange est devenu le protecteur. L'enfant silencieux a trouvé sa voie. Et le vieil homme sur le porche. Eh bien, il veille toujours sur nous, s'assurant que nous ne manquons pas la glissade vers le marbre. Waouh! Juste d'écrire cette fin m'a mis les larmes aux yeux. Ça a été un long voyage depuis ce coffre-fort vide jusqu'à ce moment de paix. Si vous retenez quelque chose de mon histoire, s'il vous plaît que ce soit ces 3 choses. La documentation légale, c'est de l'amour. Grand-père Caleb ne s'est pas contenté de croire que les choses s'arrangeraient. Il a notarié des papiers. Il avait des duplicata. Il a traité ses biens avec respect. Si vous voulez laisser quelque chose à vos enfants, mettez-le par écrit. Ne laissez pas de place aux vautours. Le silence n'est pas la paix. Pendant des années, je suis resté silencieux pour maintenir la paix. Tout ce que cela a fait, c'est permettre à ma famille de m'abuser et finalement de voler mon fils. Fixer des limites, même si cela signifie expulser vos propres parents, est un acte de respect de soi. Écoutez les silencieux. Isaac n'a pas crié. Il a juste demandé s'il avait fait quelque chose de mal. La douleur la plus profonde chuchote souvent. Protégez les cœurs silencieux dans votre vie. Maintenant, je veux vous entendre. Avez-vous déjà dû couper les ponts avec un membre de la famille pour protéger votre paix? Ou peut-être avez-vous été l'enfant de rechange comme moi? S'il vous plaît, laissez un commentaire ci-dessous avec vos pensées. Merci d'avoir écouté, d'avoir validé ma douleur et d'avoir célébré notre victoire. Vous êtes les meilleurs. À la prochaine vidéo. In its place. A spasm of anger swiftly passed over the hobbit's face again. Suddenly, it gave way to a look of relief and a laugh. Well, that's that, he said. Now I'm off. They went out into the hall. Bilbo chose his favourite stick from the stand. Then he whistled. 3 dwarves came out of different rooms where they had been busy. Is everything ready? Asked Bilbo. Everything packed and labelled? Everything, they answered. Well, let's start then.
he stepped out of the front door. It was a fine night, and the black sky was dotted with stars. He looked up, sniffing the air. What fun! What fun to be off again, off on the road with dwarves. This is what I've really been longing for years. Goodbye, he said, looking at his old home and bowing to the door. Goodbye, Gandalf. Goodbye for the present, Bilbo. Take care of yourself. You are old enough, and perhaps wise enough. Take care, I don't care. Don't you worry about me. I'm as happy now as I have ever been, and that is saying a great deal. But the time has come, and I'm being swept off my feet at last, he added. And then, in a low voice, as to if to himself, he sang softly in the dark. Oh. Go. Who's gonna do it? You. Me? Okay. Road goes ever on and on, down from the door where it began. The far ahead the road has gone, and I must follow if I can. Pursuing it with eager feet until it joins some larger way where many paths and errands meet, and whither then I cannot say. Wah! He paused, silent for a moment, and without another word, he turned away from the lights and voices in the field and tents, and followed by his 3 companions, went round into his garden, and trotted down the long sloping path. He jumped over a low place in the hedge at the bottom, and took to the meadows, passing into the night like a rustle of wind in the grass. Gandalf remained for a while, staring after him into the darkness. "Goodbye, my dear Bilbo, until our next meeting," he said softly, and went back indoors. Frodo came in soon afterwards, and found him sitting in the dark, deep in thought. Has he gone? He asked. Yes, answered Gandalf. He's gone at last. I hoped until this evening that it was only a joke, said Frodo. But I knew in my heart that he really meant to go. He always used to joke about serious things. I wish I had come back sooner, just to see him off. I think he really preferred slipping off quietly in the end, said Gandalf. Don't be too troubled. He'll be all right now. He left a packet for you. There it is. Frodo took the envelope from the mantelpiece and glanced at it, but did not open it. You'll find his will and all the other documents in there, said the wizard. You are the master of Bag End now, and also, I fancy, you'll find a golden ring. The ring! Exclaimed Frodo. Has he left me that? I wonder why. Still, it may be useful. It may and it may not, said Gandalf. I should not make use of it if I were you, but keep it secret and keep it safe. Now I am going to bed. Master of Bag End, Frodo felt it his painful duty to say Hello, goodbye welcome to the in. I'm guests. TP Mario. Rumors of strange events had by now spread all over the field, but Frodo would only say no doubt. Everything will be cleared up in the morning. About midnight, carriages came for the important folk. One by one they rolled away, filled with full but very unsatisfied hobbits. Gardeners came by arrangement and removed in wheelbarrows those that had an advert